tout de suite. Tête à tête. Bonsoir à tous et bienvenue encore une fois de plus dans votre Web TV Alpha Télévision, justement dans le cadre de votre émission Tête à Tête. L'année 2025, vous savez, le Gabon est dans une année particulière par rapport à cette année électorale et actualité essentiellement basée sur l'actualité politique. Je ne suis pas seul, comme vous le savez, depuis un bon bout de temps. Je suis accompagné de Maya Meza avec moi. Maya Meza, bonsoir. Bonsoir, John. Avec elle, nous recevons un des candidats parmi les 4 retenus à cette élection présidentielle du 12 avril 2025. Il s'agit bien évidemment de Joseph Lapensée Essigone. Monsieur Joseph Lapensée Essigone, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le plaisir est pour moi. Votre candidature a été retenue par le ministère de l'Intérieur. Bien évidemment, vous avez rempli tous les critères. Alors, prêt pour justement la bataille? Bien, merci déjà de me donner l'opportunité de commencer à m'exprimer sur cette question, étant donné que, comme vous le savez, je suis un peu la grande inconnue dans cette affaire. Nous avons été retenus à 4, et parmi les 4, vous avez 3 figures bien connues du public gabonais pour avoir appartenu à l'ancien système. Voilà, 2 civils, 1 militaire. Et donc, beaucoup de gens se posent la question de savoir qui est ce monsieur-là, ce 4e, il sort d'où, pourquoi il est candidat, qu'est-ce qu'il peut apporter aux Gabonais, qui l'a permis même d'être, voilà, où est-ce qu'il a eu les moyens de se présenter et tout ça. Donc, autant de choses qui montrent bien que je suis un inconnu et puisque je suis candidat, il est normal que... Mais connu sur le plan politique, mais sur le plan professionnel quand même, je pense que vous êtes quand même connu d'une bonne partie de certains Gabonais, puisqu'il faut le signifier, vous êtes quand même inspecteur dans les régies financières. Oui, mais bon, sur le plan professionnel, il n'y a pas de souci. Non. C'est au niveau politique où les gens ne me connaissent pas, mais sur le plan professionnel, j'ai fait toute ma carrière. J'ai exercé toutes les fonctions qu'on pouvait exercer en tant qu'inspecteur des impôts en dehors de la fonction de directeur général. Voilà, donc j'ai fait ma carrière comme j'ai fait mes études sans sauter des étapes, j'ai progressé. Voilà, je suis rentré inspecteur central des impôts et puis j'ai commencé avec la plus petite échelon de responsabilité. J'étais chef IFU, donc c'est une petite unité de gestion qui est dans un service. Et puis j'ai travaillé 8 ans, je suis reparti en France pour poursuivre mes études à l'École nationale d'administration là-bas, à Strasbourg. Et quand je suis revenu, je commençais, j'ai repris mes fonctions à la direction de vérification. Et puis, j'ai commencé à être désigné chef de service des études. Après chef de service des études, on m'a mis au cabinet DG comme chargé d'études. Poste que j'ai occupé pendant presque 5 ans. Après, on m'a envoyé à la direction provinciale des impôts de Port-Jean, de Logoué-Maritime. Tout à fait. Comme directeur provincial adjoint. Et puis, de là-bas, on m'a rappelé sur Libreville pour exercer les fonctions de directeur de l'administration du contentieux, que j'ai exercé pendant 3 ans. Et quand le CTRI est arrivé, avec tous ces changements, on m'a désigné inspecteur des services adjoints, un poste que j'occupe jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est lors on va dire lors du Conseil des ministres, vous avez été nommé à ce poste-là. Bien sûr, tout ça, c'est des nominations au Conseil des ministres, c'est pas des nominations en interne. Par le président de la transition actuelle et son gouvernement. Bref, nous allons parler un peu de cette transition gabonaise actuelle. Vous la vivez comme nous, au quotidien. Peut-être pas encore à la fin, mais quel bilan mi-parcours, vous, avec votre regard de jeune acteur politique gabonais, faites-vous justement de cette transition au Gabon? Bien, déjà, cette transition elle a des mérites, elle a aussi des insuffisances, comme toute humaine. D'accord. Alors, les mérites, c'est quoi? C'est que elle a quand même mis un terme à une forfaiture. Voilà, on nous avait déclaré l'élection de Ali Bongo et des militaires qui savaient qu'il s'agissait là d'une mascarade ont mis un terme à tout ça et puis ils ont pris le pouvoir, ils ont convoqué une transition. Alors, pendant cette transition, il était question de
revisiter les institutions, Tout à fait. corriger tous les dysfonctionnements que le régime déchu avait mis en place pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. Alors donc c'est une bonne chose de remettre tout ça à plat. Maintenant, au niveau des institutions qui ont été mises en place, finalement il n'y a pas eu d'innovation. Les institutions de la transition sont quasiment les mêmes qui ont été reconduites. Et puis au lieu de les mettre, de les restaurer, on a fait quasiment autre chose, parce que quand vous restaurez quelque chose, vous le remettez en l'état. Vous ne faites pas autre chose. C'est-à-dire que si la maison avait 3 portes, vous remettez les 3 portes et vous les mettez en bon état de fonctionnement. Mais si vous ajoutez une 5e porte ou si vous supprimez une porte, ce n'est plus une restauration, vous faites autre chose. Alors, on avait des institutions qui fonctionnaient, enfin, sur le papier, qui n'étaient pas des mauvaises institutions, parce que les institutions qui ont gouverné le Gabon jusqu'à présent, c'était des institutions que nous avons héritées du système français de la Ve République, donc un régime semi-présidentiel avec un exécutif bicéphale, le président de la République, le Premier ministre. On avait un parlement qui était monocaméral ou parti unique et qui est devenu bicaméral, donc avec l'Assemblée nationale et le Sénat, et un système judiciaire, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, bon, au niveau judiciaire, ils n'ont rien changé quasiment, c'est quasiment la même chose. Au niveau législatif aussi, c'est quasiment la même chose, mais c'est au niveau de l'exécutif où on a senti qu'il y avait un renforcement du pouvoir du président de la République, alors que le système ancien tel qu'il fonctionnait, on était quasiment dans une monarchie. On était quasiment dans une monarchie, mais ce qu'il y avait de bien dans les anciennes constitutions, c'est que cette monarchie était une monarchie de fait, c'est-à-dire qu'on pouvait démontrer que c'était une violation des textes. Or, aujourd'hui, on est allé vers la légitimation de ce comportement-là et on a construit quelque chose d'hybride, de quelque chose d'assez illisible jusqu'à aujourd'hui, parce que là, on nous a donné une constitution qui, au niveau de l'exécutif, on ne sait plus si c'est un exécutif bicéphale, s'il est tricéphale ou c'est pas quoi, parce que on nous dit que le président de la République, lui reste président de la République, mais il va avoir 2 vice-présidents, un vice-président de la République, un vice-président du gouvernement. Ce qui est pour moi une aberration, parce que pour qu'il y ait vice, il faut un président. C'est-à-dire que si on a un vice-président du gouvernement, c'est qu'il y a un président du gouvernement. On peut pas avoir un vice-président du gouvernement s'il n'y a pas un président du gouvernement. Donc, et l'aberration, c'est encore quoi? C'est que le président, il prend tous les pouvoirs, mais il est responsable de rien. C'est-à-dire que quand il faut aller devant le Parlement, c'est pas lui qui va au Parlement, c'est le vice-président. Voilà. Mais ce type, c'est qui le vice-président du gouvernement? Quelle est sa place? En quoi la disparition du Premier ministre pour laisser finalement un vice-président du gouvernement, quelle est la valeur ajoutée de cette disposition? Est-ce que ce n'est pas une forme de Premier ministre, mais en forme de vice-président de la République? Mais donc, ça, il ne faut pas qu'on se mente. Si on veut un Premier ministre, on met un Premier ministre. Mais je suis d'accord avec vous. Peut-être, voilà. C'est une forme de jeu de mots, tout ça. Voilà, c'est une forme de jeu de mots. Mais est-ce qu'on doit être dans les jeux de mots? On doit être dans une vraie restructuration. On doit édicter des normes qui viennent encadrer les comportements sociaux et améliorer la paix sociale. Il ne faut pas qu'on soit dans les histoires comme si on voulait tromper X, Y, Z, tout ça. Non, moi je crois que le problème qu'on avait au Gabon, ce n'était pas un problème de texte, c'était un problème d'application de texte, un problème de personne, qu'on n'a pas résolu jusqu'à aujourd'hui. La preuve, quand vous voyez comment les Gabonais se comportent aujourd'hui, comment les institutions fonctionnent aujourd'hui, il n'y a pas de différence avec ce qu'on a vu sous les régimes précédents. Voilà. On voit toujours une réelle prééminence, c'est-à-dire un système quasi monarchique qui est toujours là. Le président de la République est toujours comme un dieu, il décide de tout. Et ça s'est aggravé avec la transition. Ça s'est aggravé parce qu'aujourd'hui, on ne sait plus quelle est la différence entre l'institution présidentielle, avec l'institution gouvernementale. Là, vous voulez parler du CTRI? Non, on parle de la transition, c'est-à-dire la transition. D'accord. Son rôle, c'était d'abord quoi? C'est la restauration. Mais est-ce qu'ils ont restauré? Vous voyez bien que la réponse c'est non, ils n'ont pas restauré. C'est-à-dire qu'on croyait que la constitution qui avait été dénaturée par l'ancien régime devait retrouver sa forme initiale, telle qu'elle avait été conçue pour favoriser l'alternance démocratique au pouvoir.
Parce que dans les anciennes constitutions, on disait que lorsqu'on était élu, n'est-ce pas, on était élu pour 5 ans renouvelables une seule fois. Maintenant, on vient dire qu'on est élu pour 7 ans renouvelables une seule fois. Où est l'avancée démocratique? Où est l'avancée? Aujourd'hui, on n'a plus besoin des pouvoirs qui vont s'externaliser. L'avancée pourrait, si vous me permettez, Oui. Monsieur Lapensée, l'innovation serait peut-être le fait qu'un chef d'État ait passé 2 mandats au pouvoir n'aurait plus la possibilité de se présenter une 3e fois. C'est certainement ça le gère avancé. Mais vous êtes journaliste, vous savez que quand vous parlez d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois, ça veut dire qu'après 2 mandats, vous ne vous présentez plus. Eux, ils parlent d'un mandat, ils ont mis en place un mandat de 7 ans renouvelable une seule fois. Où est la valeur ajoutée? Ils ont allongé la durée du mandat. Or, le vrai problème qu'on avait au Gabon, donc ça c'était juste un problème de texte, parce qu'à l'époque, on va dire, le pouvoir déchu, ils pouvaient modifier la Constitution à leur guise pour tout se présenter. Non, c'est-à-dire que dans ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire que si on devait restaurer, je suis d'accord avec vous que l'ancien pouvoir avait modifié, avait fait sauter le verrou, tout à fait, n'est-ce pas, de la limitation des mandats. D'accord? Donc, si on restaurait, on revenait à la disposition qui voulait que on ne puisse exercer que 2 mandats de 5 ans. Donc, restaurer, ce n'est pas mettre une disposition qui dit on ne peut exercer que 2 mandats de 7 ans. Vous voyez bien que il y a une entourloupe là-dessus. On allonge la durée du mandat, n'est-ce pas? Alors que si on restaurait, on devait laisser le mandat de 5 ans. Ouais. Donc, ça, moi, je n'ai pas vu la valeur ajoutée d'une telle disposition. Il n'y a aucune valeur ajoutée là. On voit simplement que ceux qui ont modifié cette disposition, d'abord, ils sont d'accord avec l'ancien régime qu'on doit faire 7 ans. Pour ça, ils restaurent rien. Hein. Ils mettent 7 ans, ils ne repartent pas au quinquennat, ils sont au 7 ans. Et puis, ils disent, bon, on va quand même se mettre d'accord que après 14 ans, on peut s'arrêter. Mais rien ne nous dit aujourd'hui que quand ils feront les 14 ans, ils vont s'arrêter. Les autres ont dit ça hier. Donc, à ce niveau-là, moi, je vois pas de valeur ajoutée. D'accord. Alors, en tant que candidat éligible pour le scrutin du 12 avril 2025, comment comptez-vous rassembler les différentes forces politiques et sociales pour favoriser l'unité nationale? Bon, les différentes forces politiques, déjà, il faut qu'on est dans un contexte particulier. D'accord? On est là, votre question est un peu plus en phase avec ce qui se faisait avant. Alors, moi, je suis candidat indépendant, et vous avez remarqué que la spécificité de cette élection, c'est qu'il n'y a pas de parti politique. Nous sommes tous des indépendants. Il y a 3 anciens du système Bongo PDG, Exact. n'est-ce pas? Avec un nouveau, mais nous sommes tous des indépendants. Alors, donc, il y a un remodelage donc de la vie politique qui va se faire. Vous allez voir que même le président de la transition, pour aller sur le terrain, il a dit qu'il mettra en place une plateforme. Voilà. Donc, il y a une modification des habitudes, n'est-ce pas? Et moi, le plus important, ce n'est pas les hommes politiques. Moi, je ne suis pas le candidat des hommes politiques. Je suis le candidat du peuple qui est martyrisé par les hommes politiques. Je suis le candidat de ce peuple qui est affamé dans un pays immensément riche. Moi, ça, je suis martyrisé. Pour moi, c'est insupportable. Qu'est-ce que vous voulez, honnêtement, que Dieu donne encore au Gabon pour qu'on vive bien? Le pétrole, c'est ce que les autres pleurent. Le manganèse, il sort de partout, même là où on ne l'attendait pas. Chez moi, Anjolo, on ne savait pas qu'on avait le manganèse. Mais allez voir Anjolé, ce manganèse apportait quoi? Les routes sont trouées de partout. Et quand je parle d'Anjolé, c'est toutes les localités du Gabon. Qu'est-ce que le pétrole a laissé à Port-Gentil? Moi, j'étais directeur provincial adjoint là-bas. Allez voir les immeubles qui chauffent maintenant. Total est en train de se retirer pour tout le monde. Il n'y a plus rien là. Alors qu'à l'époque, moi, quand j'étais jeune, quand vous étiez au chômage, on dit, mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Mais va à Port-Gentil. Mais va à Port-Gentil. C'est là-bas où on voyait les ouvriers fermer les bars. Le gars, il vient, le maire, il dit, bon, moi, je paye tout. Et repartez là-bas. C'est un chômage endémique. Vous voulez qu'on fasse quoi? Le bois, il est coupé tous les jours. Vous n'avez jamais fait la route. Vous ne voyez pas que sur la route, on a du mal. Quand ces camions-là viennent en série. Bien sûr, on en voit. Vous les voyez, non? Mais où est la valeur ajoutée de tout ça? Qu'est-ce qui arrive dans l'assiette des Gabonais? Pourquoi les gens mangent encore le riz avec l'aromagie dans un pays comme ça?
Comment en pleine capitale, comme ici à Libreville, des familles entières, capitale d'une société, d'un pays pétrolier, et on a encore près d'une dizaine de sociétés pétrolières, hein, comment expliquer que les familles entières se nourrissent dans une décharge? Vous n'avez jamais vu le spectacle qu'on a au Mindoubé. De Mindoubé? Oui. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Et j'ai là avec moi 3 personnes qui sont dans la gouvernance et vous voulez continuer à donner le prix à ces gens-là. Ils ne sont pas choqués pour ça. Ils ne sont pas choqués. Vous allez dire déjà, ces 3-là qui sont avec moi là, hein, qui sont candidats comme moi là, est-ce qu'ils sont choqués de cette situation? Qu'est-ce qui peut expliquer aujourd'hui que aucun enfant gabonais de maintenant ne puisse faire ce que moi j'ai fait quand j'étais enfant? Parce que moi, ma mère était ménagère Aérotrac. Elle m'a fait jeune, c'est même pas elle qui m'a gardé, elle m'a donné à mes grands-parents. Mon père était conducteur de camion Aérotrac aussi. Ma grand-mère, c'était les champs. Cette dame qui m'a nourri, ma grand-mère, tout ce qu'elle faisait, c'est nous amener des tubercules, des feuilles de manioc et tout. Mais malgré ça, moi, j'ai commencé mes études à l'école catholique de Missan. J'ai fait de bonnes études, famille pauvre, mais de bonnes études. Après l'école catholique de Missan, je suis allé au CES d'Enjolé, de bonnes études. Là-bas, on avait même les coopérants du corps de la paix américain. Est-ce que vous, en tant que président, vous êtes capable justement de changer la donne, notamment sur le problème que vous venez de mettre en évidence? Mais, cher monsieur, humainement, les gens ne changent que les choses qui les choquent. Vous, quelque chose ne peut pas vous choquer, puis vous ne changez pas ça. Si ça me choque, je ne peux que changer ça, parce que je ne serai pas à l'aise. Si vous prenez les comportements humains, un homme qui est avare, il peut avoir des milliards, et vous voir manquer de 100 francs, et il dort peinard. Il a son sommeil tranquille. Mais quelqu'un qui est né généreux, si il a 1000 francs dans la poche, et vous vous demandez 200 francs, il sera incapable de vous refuser ça, parce qu'il va même croire que vous voyez ce qui est dans sa poche. C'est la nature humaine. C'est-à-dire que l'être humain ne combat que ce qui le choque. Ah oui, si je suis inspecteur des impôts et je dis non, moi je me contente pas d'avoir mon fonds commun mensuel, de s'occuper de la petite de mes enfants, machin, on a quand même pris 30 millions là pour payer une caution. 30 millions pour les autres, c'est les studios. Vous ne prenez pas ça pour payer une caution, vous êtes fous. Mais nous, c'est facile pour vous, hein? Mais ça va être facile comment? Ça va être facile comment? 30 millions de fois. Ça a été facile comment? Et comment vous avez fait? Nous avons déposé notre dossier à la dernière minute. Parce que on est dans un pays où les banques ne prêtent pas. On est dans un pays où, lorsque vous vivez normalement votre rémunération, même lorsqu'elle est élevée, mais vous savez comment on vit en Afrique. La capacité, la propension à épargner, elle est très faible. Elle est très faible. Et même eux-mêmes, quand vous voyez la loi qui parle des comptes de campagne, ils n'ont pas mis ça comme critère. Vous allez ouvrir votre compte de campagne dans quelle banque ici? Ça, c'est des choses, on lit ça dans la littérature occidentale et puis on fait des copies-coller, machin. Il y a plusieurs structures bancaires. Mais la plupart des gens qui sont éliminés, vous croyez qu'ils n'ont pas tenté de demander des crédits? Vous croyez? Vous croyez que ces gens-là, ces pères de famille qui sont meurtris aujourd'hui ne se sont pas battus pour avoir de quoi sauver leur honneur? Vous croyez qu'ils sont venus faire la figuration? Non. Le problème, c'est que à un moment donné, quand vous n'avez pas été au contact des chocs de ce pays, vous pensez que c'est un pays normal. Mais essayez de faire quelque chose. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi
qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ndossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pepesi Ogulibiende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Ricola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Le Gabonais, lui, il pense que le jour qu'il mange bien, le pays est bien. Mais nous sommes ici dans du sable mouvant, moi, cher ami. Nous sommes dans du sable mouvant. C'est dangereux, le Gabon. Si on ne le répare pas. Et ce qui est mauvais, c'est que la plupart des Gabonais veulent qu'on arrange les choses que quand ils sont dans le besoin. C'est-à-dire que c'est quand on est malade qu'on veut avoir un hôpital, on crie au scandale parce que l'infirmière qui est là ne veut pas prendre mon enfant qui est mourant. Mais le jour qu'on mange bien, on ne parle pas d'hôpital. Et quand on a maintenant ce problème d'hôpital, on insulte qui? L'infirmière qui est devant vous. Vous n'insultez, mais quand l'enfant est guéri, vous défilez avec celui qui ne veut pas construire les hôpitaux. Prenons le cas, un exemple clair, puisque c'est une autorité publique, c'est passé dans les médias. L'ancien président de la République, Ali Bongo. Alors, Alain Foucault lui pose une question simple sur les hôpitaux. Est-ce que vous êtes... Il dit non, lui, il a construit les hôpitaux de dernière génération. Les hôpitaux de dernière génération. Tous nos hôpitaux sont devenus des CHU. Voilà. Et Alain Foucault lui dit, mais monsieur le président, est-ce que vous êtes sûr que si vous tombez malade, vous allez vous soigner à Libreville? Il dit, évidemment. Mais quand il est tombé malade, il s'est soigné à Libreville? Est-ce qu'il s'est soigné à Libreville? Quand il est tombé malade, est-ce qu'il s'est soigné à Libreville? Tout le monde sait que c'est faux. Non, mais donc, permettez de comprendre la situation d'Ali. Il tombe malade, ça Riyad. Donc, il est dans un pays étranger. S'il fallait d'abord commencer peut-être des soins, c'était d'abord sur place avant qu'il ne soit transféré du côté de Maroc. Vous voulez me dire que le président marocain serait tombé à Riyad. On ne devait pas l'amener au Maroc. Vous pouvez me dire que le président français serait tombé à Riyad. On ne devrait pas l'amener en France. Non, on parle d'abord de premiers soins. Est-ce que pour le président Ali Bongo, est-ce que il a fait les premiers soins à Riyad, mais il est parti de Riyad au Maroc. Il n'est pas parti de Riyad au Gabon. Est-ce qu'il est venu dans son pays? Il n'est pas venu. Mais alors, nous parlons de quoi? Je sais que vous faites votre travail, vous posez des questions comme journaliste, mais vous connaissez la réalité. Vous savez très bien qu'ici, on est dans un mouroir. Il n'y a que Dieu qui nous garde ici. Tout à fait, mais monsieur le président, le futur président, s'il faut le dire, quelle place accordez-vous à la jeunesse gabonaise dans votre projet de politique? Mais si je suis candidat, c'est à cause de la jeunesse. Mais notre jeunesse aujourd'hui, elle a quel avenir? Les préoccupations de la jeunesse, c'est d'abord quoi? C'est d'abord la santé. C'est d'abord la santé. Il faut que nos enfants soient en bonne santé. On doit veiller. Donc le système de sécurité sociale doit être revisité pour garantir la santé à nos jeunes. Et puis les jeunes, c'est quoi? C'est l'éducation. On ne veut pas avoir une jeunesse tarée. Les jeunes sans éducation, mais ils sont agressifs. C'est dangereux pour tout le monde d'avoir les jeunes sans éducation. Même dans les pays développés, pourquoi on parle des quartiers difficiles? Ce sont les quartiers où les jeunes accèdent de moins en moins à l'éducation. D'accord? Mais les préoccupations des jeunes, c'est quoi? C'est le sport. Moi-même, j'étais un jeune. J'ai joué au foot. Et aujourd'hui, vous voyez les jeunes jouer au foot. Vous voyez les jeunes jouer au foot aujourd'hui? Nous, on connaissait même les noms des joueurs du championnat national. On prenait même ces noms-là. Aujourd'hui, vous connaissez un enfant qui va vous dire que je m'appelle tel, je prends le nom de tel? Non. Mais quand j'étais récemment à Hong Kong, mais il y a un petit Hongkongais là qui m'avait approché, qui chantait l'hymne national du Gabon.
Et puis, quand je lui demande s'il connaissait le Gabon, il m'a dit Aubameyang. Mais Aubameyang, pour faire ça, il a fallu qu'il vive chez les autres. Il a fallu qu'il vive chez les autres. Chez nous, ici, là, quelle est notre capacité à produire des champions? Même quand ils vont à l'équipe nationale. Vous connaissez le scandale, non? On dit qu'ils veulent lever quoi? La présence d'esprit. Et vous trouvez ça, c'est normal, ça? Moi, j'envoie mon enfant jouer au foot. Et vous estimez que vous, en tant qu'encadreur, il faut la présence d'esprit. Mais vous croyez qu'on est dans quel pays, là? Enfin, c'est pas parce qu'on est bien portant aujourd'hui. Peut-être. Et les vieux, qu'en ferez-vous? Il n'y a pas que les jeunes, il y a les vieux, il y a des femmes. Donc c'est un ensemble. La jeunesse, c'est là d'où je viens. La vieillesse, c'est là où je vais. Donc je ne peux pas m'occuper de là où je viens et ne pas m'occuper de là où je vais. D'accord. Pas? Si je ne m'occupe pas des personnes âgées, ça veut dire que quand j'arrive à la retraite, je trouve le chaos que j'ai laissé. Moi, je ne suis pas de ceux qui apprennent à danser le jour du bal. Il faut anticiper les choses. Il faut savoir que moi aussi, je serai vieux. Regarde la plupart des vieux, là, même ceux qui étaient dans l'armée, là, qui venaient dégager les gens qui revendiquaient leurs droits. Ils croyaient qu'ils seraient aux affaires éternellement. Mais aujourd'hui, ils sont venus grossir les rangs de tous ces vieux-là qui ont du mal à toucher les pensions. Mais eux, ils défendaient ces régimes-là, qui torturaient les autres. Pourquoi? Parce que on leur donnait un peu d'argent et puis ils étaient jeunes. Mais la vie, ça passe très vite. Ça passe très vite. Donc, toutes ces préoccupations-là, d'éducation, de santé, de sport, parce que quand je parle de la pratique du sport, aujourd'hui, pour vivre longtemps, qu'est-ce que les autres pays ont fait? On joue le tiercé gagnant, c'est-à-dire vous mangez à votre faim, parce que le premier médicament du corps, c'est la nourriture. Voilà, il faut vous alimenter correctement. Et puis, si vous tombez malade, il faut accéder facilement aux soins, ce qui garantit votre vie. Et puis, quand vous êtes en bonne santé, la meilleure médecine préventive aujourd'hui, c'est la pratique de l'exercice, il faut faire du sport. On ne doit plus nous construire des quartiers où le sport n'a pas sa place. Le sport, aujourd'hui, permet aux gens de vivre longtemps. Et quand j'étais en Chine, j'étais émerveillé de voir des sexagénaires, des machines. Tous les matins, tout le monde fait du sport. Tout le monde fait du sport. Ici, on croit que le sport, c'est les choses des enfants. Ici, on croit que le sport, c'est... Les gens ont peur de tout. D'accord. Vous allez certainement poursuivre avec cette politique sportive au Gabon. Revenons un peu dans le contexte politique. Comment envisagerez-vous renforcer la démocratie, la transparence électorale? Parce qu'il faut le dire, ça a toujours été décrié, les tensions post-électorales, et notamment après les événements des dernières années de 93 jusqu'en 2023. Vous, comment ferez-vous justement pour une véritable démocratie, l'alternance au pouvoir, des élections crédibles, transparentes et apaisées? Ouais, bien. On dit que les institutions ne valent que par la qualité des personnes qui les animent. Moi, dans ma vie, je sais quitter les fonctions. Moi, je vous ai dit que j'étais directeur de la législation du contentieux. On m'a enlevé, est-ce que je suis mort? Et puis moi, la tricherie, ça ne fait pas partie de ma vie. Si je peux vous parler avec aisance en droit, en économie, en gestion, si je parle anglais, espagnol et tout, c'est parce que on m'a éduqué à fournir des efforts. N'est-ce pas? La tricherie, c'est pas... Tous ces gens-là qui n'arrivent pas à respecter les normes, ça veut dire que leur éducation, à la base, n'est pas bonne. Moi, Senghor, si je deviens président de la République, et que la Constitution dit un mandat renouvelable, après ce mandat-là, je pars. Parce que si vous n'avez pas un président qui a une bonne moralité, qui fait ce qu'il dit, le pays est foutu. Pourquoi? Parce que dans les autres pays, on a payé le cas des institutions françaises. Elles ne sont pas bonnes, on a évité ça de la France. Mais en France, quand vous avez fait votre mandat, vous ne restez pas. Personne n'a la force morale d'aller frustrer les Français comme ça. Les gens respectent. Pourquoi? Parce que les premiers qui ont mis ça ont respecté. C'est-à-dire que les De Gaulle et tout ça, il ne faut pas prendre De Gaulle seulement parce que c'était un militaire. Il faut aussi prendre De Gaulle dans ce qu'il a fait de bien. C'est quelqu'un qui savait quitter les choses. D'accord? Quand vous dirigez un pays, vous devez le diriger en bon père de famille. C'est-à-dire que ce que vous recherchez, c'est le bien-être de vos concitoyens. Et si vous sentez que vos concitoyens ne vous suivent plus, laissez la place à quelqu'un d'autre. Vous ne mourrez pas de faim, vous ne manquerez pas de voiture, vous ne manquerez pas de temps.
Or, ici, le problème, c'est que ceux qui sont là, ils ont une éducation monarchique. D'accord. Parce que je ne peux pas comprendre que les Sénégalais qui ont commencé la démocratie avec nous, Diouf était au pouvoir. Ouais, mais ça a failli également tourner aussi au Sénégal. Non, ça veut dire que ça a failli rallonger au Sénégal avec. Oui, ouais, mais non, bien sûr. C'est comme si au niveau de l'Afrique, c'est une culture, le fait que quand on est arrivé au pouvoir, avec le goût, les avantages, et puis la vérité, on veut y rester, y demeurer. Non, la vérité, c'est que les mauvaises habitudes sont contagieuses. Mais quand on a une bonne éducation, c'est l'éducation qui est la base de tout. Prenons un peu, nous avons tous un peu fait les études ici. Vous pouvez être le meilleur élève de la classe. Mais si vous êtes dans un contexte où l'enseignant te permet la tricherie, c'est-à-dire les autres ouvrent les cahiers, ils prennent les réponses, vous serez tenté. Mais si votre éducation, c'est pas ça, vous aurez une barrière que les autres n'auront pas. C'est pour ça que, en droit, quand on fait la différence entre ce qu'on appelle la règle de droit et la règle morale, vous voyez que la règle de droit, elle, sa sanction, c'est l'autorité qui applique sa sanction. Mais la règle morale est dans votre tête. C'est-à-dire que c'est comme les règles religieuses. Bien sûr. Un musulman, il est capable de s'allonger sur la route pour faire sa prière, il ne se sent pas ridicule. Mais moi, un catholique, je ne veux pas faire 4 prières comme ils font là, avec les dates partout. Moi, je ne suis pas éduqué comme ça. Mais eux, ils sont éduqués comme ça. Donc, la base, c'est d'abord l'éducation. C'est l'éducation qui commande les comportements des gens. Si vous éduquez mal les gens, si vous-même vous êtes mal éduqué, mais tous les gens, vous allez permettre à vos enfants d'être des voleurs, et puis vous ne saurez pas blâmer un voleur, puisque vous êtes voleur comme lui. Vous ne saurez pas blâmer un tricheur, vous êtes tricheur comme lui. C'est votre modèle. Par contre, celui qui veut se comporter honnêtement, lui, il vous gêne. Il veut montrer quoi? Qu'il est qui? Bon, s'il veut pas, bon, vous le dégagez du groupe. Et le Gabon, c'est devenu ça. C'est pas tombé du ciel comme ça. Ce n'est pas tombé du ciel comme ça. C'est les dirigeants. C'est le système Bongo. Pourquoi? Et vous le savez. C'est de l'autorité publique. Quand un dirigeant commence à dire que le mouton brute là où il est attaché, vous trouvez que c'est normal ça? Ailleurs, vous pouvez entendre des gens parler comme ça. Vous êtes agent public et on vous dit que vous êtes le mouton brute là où il est attaché. Donc, on vous donne le droit de voler là où vous êtes. Vous trouvez ça normal? Voilà l'éducation qu'on nous a donnée. Et puis, on vous dit que le chien aboie, la caravane passe. Ça veut dire que même si on te critique, tu t'en fous. Tu t'en fous. Mais nous, on nous a pas éduqués comme ça. C'est-à-dire que pour nous-mêmes, si voler 100 francs, c'était quelque chose. Okay. Voilà. Donc, pour terminer, pour chuter, qu'est-ce que je compte faire? Je compte d'abord m'entourer parce que dans mon programme, la première chose que je vais mettre en place, c'est la restauration de l'autorité de l'État. Parce que c'est la base de tout. Si vous êtes dans un État où les responsables ne sont pas des modèles, c'est le chaos. Vous êtes dans un pays où personne n'est respecté, parce que tous autant que nous sommes, si on vous demande qui a été le meilleur ministre de l'économie du Gabon, on ne sait pas. Qui a été le meilleur ministre de la culture? Qui a été le... Voilà, dans le système Bongo, il n'y a que Bongo qui était bien. Les conseillers, c'est lui-même qui conseille les conseillers. Mais donc, on nous a donné cette éducation. En économie, on parlait d'un certain Emile Dumba. Hein? Ben, c'est pas Emile Dumba qui a amené les Dumba Boys, vous parlez de quoi là? Enfin, les premiers grands voleurs, ils sont venus privés, et puis ils sont venus... certains, bien sûr. Mais non! Qui a quand même essayé de restaurer un peu... Vous êtes journaliste, vous devez avoir la totalité de l'information. D'accord. Les premiers grands vols publics, parce qu'à un moment donné, eux, ils viennent comment? C'est le FMI qui impose un peu ces réformes-là. D'accord. Voilà ce monsieur qui était dans le privé, et puis on se dit, bon, eux là-bas, ils sont plus sérieux que les agents publics. Mais les agents publics et eux n'avaient pas les mêmes patrons. Au privé, vous volez, vous êtes vieux. Mais les agents publics, vous volez, on vous donne un autre poste. Parce que le principal bénéficiaire de votre vol, c'est celui qui vous envoie, c'est celui qui vous commande, donc celui qui vous couvre. C'est dans le pluie qu'on a plus la notion de parapluie. Donc on prend ce monsieur dans le privé, il vient dans le public, et puis il amène des gardes, et les gars se disent, oh, donc ici c'est comme ça. Mais ils voient la masse. On a commencé à parler des Dumba Boys. Donc, c'est pas d'abord la Young Team dont tout le monde parle là, qui a commencé ces comportements-là. Ces comportements-là ont commencé avec des gens qui venaient du privé. Et quand ils sont tombés dans un environnement où le vol n'est pas permis, mais on a parlé tout le temps au privé. Donc, l'État, c'est comme ça, ils se sont mis plein les poches. Et aujourd'hui, vous avez l'exemple de quelqu'un qui est en prison. Et c'est justement ce qui peut peut-être faire que dans votre programme, mais vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pas d'exemple? Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'exemple. Pour le moment, il n'y a pas d'exemple. Même Oyomba, qu'on est parti prendre la BAC, même Oyomba Casimir, un garçon qui avait fait ses preuves à l'international. Mais on l'a rendu ridicule ici.
On était dans un système nivelé, c'est-à-dire un champ de maïs, tout le monde est pareil. Personne ne peut parler à l'autre. C'est le président lui-même qui s'autorise de dire, voilà mon bon, voilà, vous êtes son chouchou, il vous gâte un peu, vous êtes machin. C'est lui qui doit distribuer les bons et les mauvais points. Ça veut dire Voilà, que la corruption est en plein dans le pays. Alors, quelles mesures justement concrètes proposez-vous pour faire face justement à cette corruption endémique dans le pays? Mais les mesures sont là, il suffit de les appliquer. Lesquelles, par exemple? Mais tous les pays du monde fonctionnent comment? On a, dans tout État du monde, en presque tous les États modernes, 3 pouvoirs qui sont consacrés par les institutions. Donc, il y a le législatif, c'est lui qui détermine les règles. Ensuite, vous avez l'exécutif qui est là pour appliquer les règles. Et lorsque les règles sont enfin, il y a le judiciaire qui est là pour appliquer les règles. Alors, la première chose que je ferai, c'est que moi, je ne serai pas à la fois exécutif et législatif. Je ne ferai pas ce que Jean-Rémy Yama a dit. Bon, c'est lui qui avait dit que c'est un président qui m'a mis en prison, c'est un autre qui m'a sorti de prison. Donc, vous voyez bien que ça ne tourne pas. On ne peut pas être dans un pays où c'est le président qui faut maintenir la justice. Et ceux qui sont là-bas, c'est juste leur frère va voir, ils mettent des petits enfants qu'eux-mêmes ils ont recrutés, ils gèrent leur carrière, donc le petit est là. Lui, il veut pas avoir des problèmes avec les gens. Donc, c'est pas même des vrais juges au sens de, voilà, ils disent pas le droit. Il est là, il fait ce que son type lui demande de faire. Donc, il y a des gens qu'on met en prison très vite. On bafoue même vos droits. Aucun avocat n'a le courage de parler de ça. Aucun magistrat ne veut se mêler. Les dossiers disparaissent. Voilà. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en haut ne montrent pas l'exemple. Mais pourquoi ils ne montrent pas l'exemple? Mais parce qu'eux-mêmes ne sont pas corrects. Parce que vous ne pouvez pas, lorsque vous avez gagné votre vie par les études, encourager votre enfant quand il fuit l'école. Mais quelqu'un qui a eu ses moyens, il n'a jamais fait l'école. Tu veux blâmer son enfant parce qu'il a manqué l'école, il te dit qu'il n'y a pas que l'école dans la vie. Il vous dit ça, que je ne peux pas frapper mon enfant à cause de l'école, il n'y a pas que l'école dans la vie. Tel est riche là, il a fait l'école. Et nous, on a tellement d'exemples des gens qui se sont enrichis en sortant de nulle part, qu'aujourd'hui, l'école ne devient même plus une nécessité. Mais les questions que vous me posez là, si vous n'aviez pas été formé, vous auriez pu les poser? Non. Mais il se répand dans le pays que l'école n'est plus, ce n'est plus comme ça. Ah oui, on vous dit allez-y vendre à l'aloe vera et puis vous serez milliardaire, allez-y faire telle chose. Ouais. D'accord, monsieur Senghor, mais sauf qu'aussi, il y a un autre problème au Gabon, peut-être que nous allons aussi l'aborder dans la suite justement de notre entretien, c'est que beaucoup font l'école au niveau par exemple du Gabon, mais après, à la clé, au final, c'est le chômage, on va dire un peu XXL. Mais bien sûr, mais voilà, c'est ces choses-là que je veux corriger. Parce que ces gens qui les mettent au chômage, c'est parce que eux-mêmes n'ont pas fait le parcours que ces enfants l'ont fait. Donc, ils n'apprécient pas la valeur de ces enfants. Ces enfants, comment vous pouvez comprendre que vous, l'État gabonais, finance vos études? Moi, je connais le cas d'un cousin qui est parti apprendre au Brésil. 7 ans au Brésil. Pour apprendre à conduire les bateaux. Parce qu'il devait travailler à la marine marchande. Alors, il arrive, là-bas, personne n'a son temps. Chacun parle de son cousin, il parle de son ethnie, il parle. Mais la famille se dit, on a signé un engagement décennal. Engagement décennal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État a financé mes études en contrepartie, je dois travailler pour l'État minimum 10 ans. C'est après 10 ans que je peux maintenant, si je veux, aller travailler ailleurs. Mais vous avez des gens, des autorités, ils ne savent même pas ce qu'ils font là. C'est-à-dire que quelqu'un arrive, et puis il dit, oui, bon, c'est quoi? Ah, non, on n'a rien ici. Hein. Alors, qu'est-ce que mon cousin là a fait? Il allait avec sa mère, il commençait à être essoufflé. Et puis, il y a quelqu'un qui vient dire à sa mère que, madame, dites à l'enfant d'aller travailler à Port-Gentil. Là-bas, il y a les bateaux. On les prend souvent là-bas. Ici, on ne prend plus les enfants. Vous allez vous faire là, machin. C'est comme ça que sa mère dit, mais comment? Mais c'est l'État qui l'a envoyé. Non, on ne veut pas avoir le problème. Il dit, madame, allez-y. C'est comme ça que les autres font. Personne ne va le prendre ici, là. Ouais. Bon, heureusement, il a eu du boulot à Port-Gentil. Il gagne bien sa vie. Mais vous voyez. C'est-à-dire que les autorités ne mesurent pas la cruauté des actes qu'ils posent. Et puis, l'État gabonais, donc, va former des gens. C'est pour cela qu'il est mal portant comme ça. Tu ne peux même pas t'imaginer que ce pays a formé des gens dans tous les pays du monde. Et parce que quand ils viennent, ils n'ont pas leur temps. Et le ministre Ndemezo avait bien résumé la situation. Il avait très bien résumé la situation. Dans l'ancien système, qu'est-ce qui se passait?
Vous venez, vous avez fait vos études. Mais ils ont une procédure pour vous modeler. La faim, le pain, les plaisirs. Donc, la première chose, c'est qu'on vous affame, donc on vous met au chômage, dans un chômage endémique, où vous serez obligé d'aller vous prostituer chez un homme politique. C'est pour ça qu'on a créé des dignitaires dans nos localités là. C'est-à-dire que le marché d'emploi, il n'existe pas. Il faut marcher avec les politiciens pour avoir l'emploi. Et lui, quand il vous donne un emploi, c'est juste assez pour survivre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a bac plus 5, on lui donne un petit 300 000 là, juste, il tient pas les deux bouts. Okay. Et après, quand il a eu ce pain-là, pour accéder maintenant à un niveau de confort, c'est autre chose. Il faut maintenant dans le vol. C'est-à-dire, toi-même, tu te débrouilles où tu es là-bas, là. Maintenant, quand on sait que tu as volé, on sait que tu as donné des gages de discipline. Tu ne vas plus bouder. On saura maintenant que tu vas défendre le régime En place. corps et âme, parce que tu fais partie maintenant des voleurs aussi. Vous voyez, donc un système était huilé, graissé comme ça, là, pour tenir les gens. Okay. Voilà. Moi, je ne ferai pas ça. D'accord. Parce que moi, on m'a pas tenu. Donc, pour moi, je veux travailler avec des garçons brillants, comme vous, comme ça, des gens qui, voilà, il faut que les jeunes vivent, que chacun dans le pays vive de son talent. Que ceux qui sont des bons sportifs vivent du sport. Que ceux qui chantent bien vivent, les Amandines, tous ces gens-là. Donc, voilà, des grandes stars, voilà, les Nicolas Mogo, voilà. Bon. Il faut bien que les gens vivent de leur art. Voilà. Ailleurs, quand on se consacre à un métier, on gagne sa vie dedans. Ok, alors quelle stratégie adopterez-vous pour attirer les investissements étrangers tout en protégeant les intérêts nationaux? Ouais, mais ça, c'est très facile. Moi, je suis un spécialiste des questions de finances publiques. Je suis un inspecteur des impôts. Tout mon travail, c'est ça. C'est-à-dire que les investissements directs étrangers, c'est quoi? C'est des gens qui sont en France, aux États-Unis, un peu partout, dans d'autres pays, et qui viennent investir au Gabon, c'est-à-dire que quelqu'un vient créer une société de bois, de manganèse et tout ça. Nous les avons, les investissements directs étrangers. Nous avons des gens qui viennent investir ici. En général, nos investisseurs maintenant, vous savez qu'on n'a pas de nationaux capables d'investir ici. Les Gabonais capables d'investir avec notre structure de l'économie, il n'y en a pas. C'est soit de l'État, soit de ces gens. Voilà. Donc, maintenant, les attirer, eux, qu'est-ce qu'il faut d'abord savoir ce qu'ils veulent pour venir investir? C'est d'abord assainir l'environnement des affaires. C'est-à-dire que il doit être capable de savoir que si j'arrive et que j'ai des litiges, les tribunaux sont fiables. Et s'ils voient que nos tribunaux ne sont pas fiables, c'est pour ça qu'on va avoir des gens qui vont dire en cas de litige, on va traiter ça à la Chambre de commerce de Paris. Donc, ça veut dire que quand vous signez un contrat comme ça, vous-même, vous avez déjà reconnu que vous avez une justice de corrompue. Ça n'est pas fiable, personne ne peut, n'est-ce pas? Et puis, ces gens-là, quand ils viennent investir, ils ont besoin que l'État joue son rôle, et eux, c'est pas, il vient investir, c'est lui aussi qui doit éduquer les enfants, c'est lui aussi qui doit soigner les gens, c'est lui aussi, non. Moi, je suis, par exemple, j'investis dans le bois, mais il faut qu'il y ait des hôpitaux. Il faut pas que chaque fois que mes salariés sont malades, ils font un mois. Parce que ils ont du mal à se soigner. Donc maintenant, dans tout ce qui est mine et autres, il y a beaucoup de dangerosité. Voilà. Vous avez vu à Port-Gentil le cas de l'explosion qu'on a eu chez Perenco. Ouais. Donc ces activités-là, ces activités qui peuvent créer des accidents, qui peuvent créer machin. Donc il faut pas que s'il y a un accident, on ne sait même pas où on va transporter les gens, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Donc, on nous fait maintenant une pression, comme à des enfants, on dit non, si vous voulez que les investisseurs arrivent, faites des infrastructures, allez-y prendre des crédits, faites les routes, faites des machins. Voilà, on nous pousse maintenant comme des petits enfants comme ça, parce que nous ne sommes pas sérieux. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025.
Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ndossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pepesi Oguligbende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Ricola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Alors, concernant la dette publique, comment comptez-vous gérer la dette publique tout en relançant la croissance économique? Très bien, mais ça, c'est pas des choses compliquées. Un État fonctionne comme un ménage. L'État a ses revenus et il a ses charges. À un moment donné, quand il veut faire des grosses dépenses qu'il ne peut pas financer par sa trésorerie, par l'argent qui est disponible, il engage ses revenus futurs. Il va trouver un prêteur et puis lui dire « j'ai besoin de temps ». D'accord? Et quand il vient investir, il sait qu'avec les revenus futurs, il va éponger tout ça. Nous, on est dans une situation où la dette a explosé le plafond. Parce que dans les critères de convergence CEMAC, l'endettement, ça ne doit pas dépasser 70% du produit intérieur brut. Nous sommes déjà au-delà. D'accord? Et comme vous êtes les journalistes, donc vous connaissez ça mieux que moi, les agences de notation ont dégradé notre note. C'est-à-dire que notre niveau de confiance s'approche, avoisine les zéros. Ça veut dire que lorsque le Gabon s'endette aujourd'hui, c'est très risqué. C'est un peu quand vous voulez faire les prêts à l'interne ici, quelqu'un dit, moi, je prends 30%. Et puis, donne-moi ta voiture, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. On confisque un peu tout. Voilà. L'État gabonais est un peu dans cette situation aujourd'hui. Donc, quand on prend le pouvoir, aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est créer des ressources internes. Parce que côté dette là-bas, là, c'est quasiment fermé. C'est quasiment fermé. Et il ne faut pas sur ce qu'ils vous racontent là qu'on a emprunté. Ils vous disent qu'on a emprunté, mais à quelles conditions? Ils ne disent pas tout. À quelles conditions? Est-ce que c'est des gens fiables? Ce n'est pas parce qu'on te prête que tu es fiable. Mais ce sont quand même des institutions financières crédibles à travers le monde. Non, je dis, quand on vous prête, même vous ici, ce n'est pas parce qu'on vous prête que vous êtes fiable. Bon, vous avez un degré, mais il y a des niveaux et des niveaux. D'accord? Vous savez très bien que quand on prête un riche, ce n'est pas comme on prête un pauvre. Et il y a même des gens qui n'ont pas droit au crédit. Il y a des salaires ici qui ne peuvent pas demander de crédit, non? Mais l'État, c'est la même chose. Il y a des États aussi qui ne pourront plus demander de crédit quand votre niveau. Parce que être crédible, c'est quoi? Être crédible. Parce que pour avoir du crédit, il faut être crédible. Or, si les gens n'ont même plus confiance à votre capacité à rembourser vos dettes, n'est-ce pas? Soit on vous prête avec des conditions où on se dit, en très peu de temps, il faut que je récupère mes billes. Maintenant, le reste là, c'est la dette fictive qui va... Donc, on va faire quoi? On va vous prêter à des taux usuriers. Moi, ce n'est pas la dette qui va être ma principale source de financement. Il faut revisiter nos accords avec les gens qui créent la richesse chez nous. Parce que, manifestement, le problème qu'on a, c'est que la richesse qu'on crée chez nous n'arrive pas suffisamment dans les caisses de l'État.
Donc, dans mon programme, on va revisiter un certain nombre d'avantages fiscaux parce que quand on dit qu'un pays est riche, parce qu'il a l'or, le pétrole, le manganèse, ce n'est pas une vraie richesse, c'est un potentiel de richesse. C'est le potentiel, c'est-à-dire que si on exploite ça, ouais. Maintenant, quand on exploite ça, il faut pas que celui qui s'enrichit, n'est-ce pas, ne donne à l'État qu'une portion congrue. Il faut que, parce que l'État, lui, il a quoi? L'État n'a pas de revenus. L'État, ses revenus, il les prélève obligatoirement sur toutes les personnes physiques ou morales qui créent de la richesse sur son territoire. D'accord. Donc, si vous permettez aux gens de créer la richesse sur votre territoire et qu'ils ne vous donnent rien pendant 10 ans, 15 ans, les histoires d'un coq, les autres, mais où est-ce que vous allez trouver les moyens pour assumer vos charges? Alors, Monsieur Joseph Lapensée et Senghor, futur président certainement du Gabon, nous allons aborder à présent un peu les questions d'ordre sécuritaire au niveau de notre pays, avec les mesures qui vous permettraient justement de lutter contre l'insécurité et renforcer la paix sociale. Comment ferez-vous? Bien, en toute chose, il faut d'abord reconnaître la nécessité d'une dépense. Nous, aujourd'hui, il faut comprendre que nous avons besoin de bien sécuriser notre pays. C'est-à-dire qu'un pays qui n'a que 2 millions d'habitants et qui a 266 667 km², 800 km de côte, il faut éviter que les autres viennent vous le prendre. Donc, la question sécuritaire est centrale. Parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve dans les cas où, je ne sais pas si vous vous souvenez, où on nous avait dit que Kouata avait disparu sans que les Gabonais ne sachent quand c'est parti. Donc, ça veut dire que la surveillance de nos côtes nous pose problème. Donc, il faut renforcer tout ça. Donc, ces questions sécuritaires étant très importantes, lorsque les militaires vont retrouver les casernes, nous allons en faire une priorité. Parce que sécuriser les Gabonais, c'est aussi important qu'assurer leur santé, qu'assurer leur éducation, qu'assurer, voilà. Donc, nous mettrons des moyens pour donner, n'est-ce pas, à nos forces de sécurité et de défense, les capacités de nous défendre normalement. Et là, ça passe par une modernisation aussi de notre armée à l'heure actuelle. Mais bien sûr, c'est-à-dire que vous savez que le kounabilisme n'est pas un secteur et c'est l'autre. Hein. C'est tous les secteurs. Hein. C'est-à-dire que c'est partout où les moutons broutent là où ils sont attachés. Hein, c'est partout. Non. Mais il y a des priorités. La sécurité des Gabonais, c'est une priorité. Parce que vous et moi, nous aimerions bien dormir tranquille. Il ne faut pas que les gens cagoulés arrivent chez nous, on nous braque, machin, tout ça. Machin. Et surtout que nous avons des quartiers difficiles. Nous avons des quartiers difficiles. Il faut veiller sur ces quartiers difficiles. Mais il ne faut pas que cette sécurité-là soit assurée sous forme de couvre-feu. Non. Pas sous forme de couvre-feu. Il faut une présence sécuritaire où le Gabon se sent protégé. Vous savez que vous allez à Dubaï, vous marchez la nuit, vous n'avez pas peur. C'est sécurisé. Vous allez à Cape Town, dans le centre-ville, vous marchez la nuit, vous n'avez pas peur. C'est sécurisé. Voilà. D'accord. Alors, comment ferez-vous justement pour rassembler les Gabonais autour de votre projet? Ben, c'est ce que je commence à faire, parce que pour adhérer à mon projet, il faut d'abord le connaître et le comprendre. On disait tout à l'heure que je suis la grosse inconnue de cette élection. Voilà. Si moi-même je suis inconnu, a fortiori mon projet. Il faudra le vulgariser, l'expliquer. J'ai un projet de société qui est composé de 20 axes prioritaires, n'est-ce pas, avec les questions de restauration de l'autorité de l'État, des questions d'éducation, de santé, de lutte contre la vie chère à partir des gains de pouvoir d'achat. Il faut améliorer le cadre de vie parce que nos quartiers là, hein, c'est plus chaotique que les ghettos en Afrique du Sud. Hein. Vous prenez un quartier comme Kembo, c'est plus chaotique que les ghettos que moi j'ai visités en Afrique du Sud. Donc il faut améliorer le cadre de vie. On doit plus avoir des quartiers où les enfants ne peuvent même pas pratiquer le sport. Moi je vois là où j'habite, ils sont obligés d'arrêter d'abord la partie pour que je passe avec la voiture. Je souffre quand je vois ça. Des enfants jouent sur l'argile. Vous voyez même pendant les 17 août, même quand on dit qu'un tournoi est organisé au nom du chef, sous le patronat du chef de l'État, mais allez voir le terrain. C'est comme la brousse, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, il faut revisiter tout ça. Il faut revisiter tout ça et apporter des solutions idoines. C'est pas des choses qu'on va recommencer ad vitam aeternam. Parce que si les autres devaient construire les tours Eiffel tous les jours,
Vraiment, il n'aurait que ça à faire. Il faut maintenant qu'on parte de ces petites solutions sans tête ni queue là, des vraies choses pensées. C'est-à-dire que si vous faites une chaussée, par exemple, hein, il faut savoir que, bon, vous construisez une route, il y a la chaussée, il y a les bas-côtés et tout ça. On ne peut pas être dans une route où la voiture et le piéton se partagent, on ne sait pas qui est là. Et puis, il y a des trous partout, tout ça. Donc, il y a toute une culture, il y a toute une éducation. Voilà. Donc, j'ai un programme qui prend en compte toutes les préoccupations des Gabonais. Hein? Parce que il n'y a pas de raison que depuis que Léon est mort, on a toujours le problème de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Donc, Léon peut revenir là aujourd'hui. Il va se dire, mais on dirait que je suis mort hier, mais tous mes dossiers sont encore sur ma table. C'est pas normal, ça. On doit avoir honte de ça. Nous avons quand même fait les mêmes écoles que les Occidentaux. Alors, comment, alors que j'ai fait l'école des impôts à Clermont-Ferrand avec les Français, ils fassent des choses, moi je sois incapable de les faire. Comment, alors que j'ai fait l'ENA en France avec des Français, ils fassent des choses, je sois incapable de les faire. C'est pas sérieux. Pas sérieux. Alors, moi, je fais l'école du pouvoir. Donc, ça veut dire que la gestion de l'État, c'est quand même quelque chose. Je m'improvise pas. Moi, je suis pas un docteur en médecine qui vient gérer l'État. Je suis pas un professeur d'anglais qui vient gérer l'État. Ou un journaliste qui vient gérer l'État. Je suis quelqu'un qui a été formé à la gestion de l'État. Voilà. Et je crois que parmi nous quatre, si vous regardez les CV des gens, ceux qui ont été formés à la gestion de l'État, je crois que vous ne trouvez pas d'eux. Alors, pour clore cet échange, Monsieur Joseph Laponsé, en tant que candidat pour la première fois, comment justifiez-vous votre capacité à gérer le pays? Mais je viens de vous le dire. Ma capacité à gérer le pays vient d'abord du fait que pendant que vous apprenez le journalisme, moi j'apprenais à gérer l'État. Pendant que les autres apprenaient à faire le génie civil, à construire les ponts et les chaussées, moi j'apprenais à gérer l'État. C'est pour cela que le regard que j'ai de l'État, c'est pas le regard que va avoir celui qui a été formé pour soigner les personnes malades. Non, lui, moi je peux pas vous soigner si vous êtes malade. J'ai pas été formé pour ça. Mais permettez que moi aussi, je revendique avoir une formation et être capable de faire les choses pour lesquelles on m'a formé. Comme vous avez la capacité à faire le journalisme, c'est parce qu'on vous a formé à ça. Bon, il peut y avoir des conseillers également autour, mais bon, nous allons peut-être parler un peu du 12 avril. Non, quand vous avez les conseillers, attention, moi j'ai été collaborateur pendant longtemps. Très rapidement, comme nous jouons avec... C'est difficile lorsque vous avez un conseiller qui vous parle le langage que vous ne comprenez pas. Parce que celui qui arbitre en dernier ressort, s'il n'est pas capable de comprendre de quoi on parle, mais ça donne le sous-développement que nous connaissons au Gabon depuis plus de 56 ans. Ça veut dire que celui qui décide en dernier ressort prend les décisions qui ne sont pas les bonnes. Et ça ne nous apporte pas le développement, ça ne nous apporte pas le bien-être. D'accord, Monsieur Joseph Laponsé Isigone. Le 12 avril, date du scrutin au niveau du Gabon. Dites-nous pourquoi est-ce que les Gabonais, au final, devraient voter pour vous? Face à la caméra. La caméra, elle est où? Là, De toute ok. façon. Alors, le 12 avril, pourquoi les Gabonais doivent voter pour moi? Parce que moi, je viens pour répondre à leurs besoins. Les Gabonais, depuis 90, veulent de changement. Ce changement tarde à venir, n'est-ce pas? Ce changement tarde à venir. Alors, il se trouve que lors de la dernière forfaiture, les militaires ont mis un terme à tout ça. Pour dire, on recommence tout. Parce que ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on nous sert là. Et au moment où nous sommes à la fin de cette transition, je suis de ceux qui pensent que si cette transition débouche sur l'action au pouvoir des anciens, de ceux qui ont déjà monté leurs limites, qui ont géré avec Bongo Père et Bongo Fils, c'est que tout ça a été fait pour rien. Par contre, si cette transition débouche sur l'arrivée au pouvoir de la nouvelle classe politique que je représente, au moins la transition aura servi à quelque chose. Pourquoi? Parce que on va apprécier ce qui s'est fait avant transition, on va apprécier le travail de la transition et le travail post-transition. Donc, il faut bien que les acteurs soient clairement identifiés. Qui étaient les acteurs avant la transition? Qui étaient les acteurs pendant la transition? Et qui étaient les acteurs après la transition? Donc, moi, je pense que les Gabonais veulent tourner une page de leur histoire. Et Dieu a permis que
au nombre des candidats qui ont été retenus, on a 3 qui représentent le vieux Gabon et moi et Senghor qui représentent le nouveau Gabon. Donc ceux qui veulent du nouveau Gabon, leur choix est simple, c'est Senghor. Ceux qui veulent continuer dans les mêmes travers, ils savent là où ils vont aller choisir quelqu'un. Donc voilà pourquoi je suis candidat. À partir de cet instant, on ne doit plus avoir un Gabonais qui dit que on devait encore faire comment. On avait encore qui, ils sont tous pareils, tous pourris, tous autant d'excuses qu'on a toujours entendues. On va encore faire comment. Non, là maintenant, il y a quelqu'un, un nouveau visage, il faut le choisir. Et puis, ce nouveau visage vient de vous démontrer sa capacité à appréhender les problèmes et à sa capacité à trouver des solutions. Donc, qu'est-ce qui vous retient encore? Choisissez simplement Senghor. Alors, c'est ici que prend fin ce tête-à-tête nouveau format. Simplement vous rappeler que nous étions en compagnie de Joseph Lapensée et Senghor, l'un des candidats qui a été éligible pour le 12 avril 2025. Bonne suite de programme. Au revoir. Publicité. Publicité. Chers abonnés de Alpha Télévision, nous sommes en 2025. Oui, 2025 est une année qui s'annonce belle pour notre pays, le Gabon. Vous êtes nombreux à nous faire confiance et chaque semaine, vous êtes connectés à nos différents programmes Tête à Tête, Femmes et Action, Le Citoyen et bientôt un nouveau programme, rien que pour le plaisir de vos yeux, Osez Entreprendre. Osez Entreprendre, une émission dédiée aux entrepreneurs et des personnes qui relèvent des défis au quotidien. 2025, c'est aussi une année électorale pour le Gabon. C'est ainsi qu'Alpha Télévision a revu pour vous le format de l'émission Tête à Tête. Vous êtes candidat à la présidentielle, aux législatives et aux locales. Tête à Tête est votre espace d'expression. Nous avons reçu des personnalités telles que Albert Ndossa. Quel type de relations, sinon quelles sont les relations que vous entretenez avec vos amis de la plateforme aujourd'hui? Geoffroy Fungula. Pour être candidat, il faut être âgé au moins de 35 ans. Pepesi Oguligbende. Nous lui accordons le bénéfice du doute parce que nous avons déjà vu les prémices au moins de cette volonté. Justine Lekogo. Monsieur Récola, c'est un citoyen. Il est parti membre du COPIL citoyen. Jean-Rémy Yama. Nous ne sommes pas parfaits. Moi, je ne souhaiterais pas qu'on me donne tous les pouvoirs. Moi, je... Raoul Ovono. Mais je vous ai dit la différence entre le président de la transition et les autres hommes politiques se fait sur le pragmatisme. Et pourquoi pas vous? Pour tout contact, appelez au 077 46 02 43. Alpha Télévision, c'est l'excellence de la simplicité. Publicité. Publicité. Tout de suite. Tête à tête.